La poliomyélite est une maladie infectieuse très contagieuse causée par le poliovirus. Le poliovirus est un entérovirus qui appartient à la famille des picornavirus, dont les propriétés sont l'absence d'enveloppe, l'insensibilité à l'éther ou aux autres solvants lipidiques, leur petite taille et leur génome à brin unique d'ARN. Il existe 3 types de poliovirus distincts, soit le type 1, le type 2 et le type 3. C'est cependant le poliovirus de type 1 qui est le plus virulent et c'est celui qui cause le plus souvent des épidémies. L'être humain est le seul hôte naturel des poliovirus. Il se transmet par contact direct de personne à personne. Cette maladie touche le plus souvent des enfants de moins de 5 ans, mais toutes les personnes non immunisées peuvent également l'attraper. On attrape la poliomyélite lors de l'ingestion du poliovirus par voie fécale-orale ou lors de la consommation d'eau contaminée ou d'aliments contaminés par des matières fécales. Celui-ci entre dans le système digestif par la bouche et se multiplie au niveau du pharynx et dans les voies digestives, surtout dans l'iléon, une partie de l'intestin grêle. De petites quantités de virus peuvent pénétrer dans le système sanguin et ainsi aller se propager dans d'autres systèmes, comme le système lymphatique, le foie ou la rate. Le poliovirus atteint le système nerveux central par l'intermédiaire du système sanguin. Dans certains cas, le virus peut l'atteindre par l'intermédiaire des fibres nerveuses du système autonome qui se terminent dans le tube digestif. Une fois dans le système nerveux central, le poliovirus pénètre les cellules des neurones moteurs situées dans les cornes ventrales de la moelle épinière, dans les régions cervicales et lombaires, grâce à un récepteur propre au poliovirus. Ce récepteur lui permet de rentrer et de se multiplier dans la cellule. L'infection des neurones moteurs provoque ainsi une dénervation, soit une perte de conduction nerveuse dans les fibres musculaires que le neurone innerve. Cela produit une faiblesse musculaire, une perte de contraction volontaire ou une paralysie flasque des muscles atteints. Une guérison de la paralysie peut se produire jusqu'à 6 mois après l'apparition des symptômes. Cette guérison se produit grâce au processus de bourgeonnement axonal terminal des neurones survivants. Ce processus produit une réinnervation des fibres musculaires dénervées, orphelines, c'est-à-dire qui n'ont plus de motoneurones associés. Cela leur permet de reproduire de nouveau une contraction musculaire. Après 6 mois, si la paralysie est toujours présente, elle est définitive. Cela se produit dans moins de 1% des cas et peut causer la mort si les muscles respiratoires sont touchés. Et symptômes cliniques. Il existe 2 formes cliniques de la maladie, soit la forme bénigne et la forme maligne, paralytique ou non. Dans la majorité des cas, soit environ 90% des cas, c'est la forme bénigne qui s'exprime principalement chez les enfants. Les personnes infectées par le poliovirus n'ont aucun ou très peu de symptômes. Ceux-ci apparaissent 3 à 5 jours après l'exposition au virus et la guérison survient généralement 24 à 72 heures après l'apparition des symptômes. Les symptômes sont de la fièvre, de la fatigue et maux de tête, des nausées et une perte d'appétit. Les formes malignes, quant à elles, apparaissent généralement après 7 à 14 jours suite à l'exposition au virus. Elles sont généralement observées chez les enfants plus âgés et les adultes. La forme maligne non paralytique se traduit par les symptômes suivants: maux de tête importants, des douleurs musculaires profondes, une raideur du cou ou du dos peuvent être présents. S'accompagne parfois de paresthésie, qui est un trouble de sensation tactile, comme des fourmillements et des engourdissements, et hyperesthésie, qui est une exagération de sensations tactiles. Cette forme non paralytique ressemble donc à une méningite aseptique et se guérit complètement après quelques jours. La forme maligne paralytique est la forme la plus grave de la poliomyélite. C'est la progression de la maladie dans le système nerveux. Elle se traduit par l'apparition de nouveaux symptômes tels que l'abolition des réflexes tendineux et la faiblesse ou paralysie asymétrique des groupes musculaires selon la localisation des lésions au niveau de la moelle épinière ou du bulbe rachidien. Une attaque au niveau bulbaire peut entraîner une dysphasie,
une régurgitation nasale ou une voix nasonnée. L'atteinte est maximale quelques jours après l'apparition des symptômes. Pour les enfants de moins de 5 ans, la paralysie la plus fréquente est la paralysie d'une jambe. Pour ceux de 5 à 15 ans, les conséquences les plus fréquentes sont la paraplégie ou la paralysie d'un membre supérieur. Chez les adultes, la maladie provoque le plus souvent une quadriplégie. Il n'y a pas de réel traitement pour la guérison de la poliomyélite. Seul le repos et les médicaments contre la douleur peuvent aider au processus de guérison naturelle. La presque disparition de la maladie est due à la découverte de 2 vaccins contre le poliovirus, soit le vaccin de Salk, introduit en 1955, qui consiste à l'injection du virus inactivé dans le corps, et le vaccin de Sabin, introduit en 1963, qui consiste à administrer par voie orale le virus vivant atténué. Ils doivent être administrés durant la jeune enfance. Cela réduit le risque d'infection. Ici, au Canada, le calendrier de vaccination prévoit une première dose de vaccin à 2 mois de vie et des rappels à 4 et 6 mois, de même qu'à 18 mois. Le syndrome de post-poliomyélite est une condition qui touche les personnes ayant été précédemment infectées par le virus de la poliomyélite et, avant le plus souvent, été victimes de crises plus aiguës de ce dernier. Par contre, ce syndrome n'apparaît que des décennies après l'infection. Classé comme une maladie neurologique à progression lente, le syndrome post-polio apparaît en moyenne 35 ans après l'infection initiale. De plus, d'autres chiffres nous décrivent que cette condition affecterait de 20 à 60% des survivants de la poliomyélite. Les symptômes les plus communs sont de nouvelles faiblesses, une nouvelle fatigabilité musculaire, une fatigue généralisée qui empire en fin de journée et des douleurs restreintes aux muscles et aux articulations, souvent liées à l'activité physique. Les symptômes plus rares sont des anomalies du sommeil, une intolérance au froid, de nouvelles atrophies musculaires, des fasciculations qui sont des brèves secousses musculaires involontaires, des difficultés respiratoires, une déformation progressive des articulations, une dysphagie qui est une sensation de gêne ou de blocage ressentie au moment de l'alimentation, de la dysarthrie qui est un trouble de l'articulation lors de la parole, et des crampes musculaires. Tout d'abord, il est important de prendre en considération que les causes exactes du syndrome post-polio sont encore nébuleuses, mais que certaines théories sont retenues comme étant davantage plausibles. En effet, dans les premières années, certaines théories disaient que la cause pourrait être une récurrence ou une réactivation du virus de la poliomyélite, ce qui ne serait pas le cas. Ainsi, la plus probable théorie par rapport à l'apparition du syndrome post-polio serait la dégénérescence distale des unités motrices géantes post-polio. Cette théorie explique que, suite à la poliomyélite, le nombre de neurones moteurs a grandement diminué et celles survivantes innervent beaucoup plus de fibres musculaires. Ainsi, les bourgeons axonaux terminaux subissent une dégénérescence suite à la trop grande demande métabolique, ce qui cause une dénervation de nombreuses fibres musculaires. La réinnervation de ces fibres est possible grâce au processus de remodelage continu, mais évidemment, un nombre considérable de fibres ne sont pas réinnervées. Ne connaissant pas précisément les causes du symptôme, il peut être difficile d'identifier précisément ce qui augmente les chances de contracter le syndrome post-polio. Toutefois, la force de l'infection initiale et la sévérité de la faiblesse suivant l'infection de la poliomyélite sembleraient être en lien avec le syndrome post-polio. En effet, quelqu'un ayant survécu à une infection très grave de la poliomyélite et ayant nécessité une réhabilitation plus longue et difficile serait davantage à risque de souffrir des signes plus majeurs du syndrome post-polio. Pour diagnostiquer le syndrome post-polio, il existe 5 critères à évaluer. Premièrement, il faut confirmer des antécédents de poliomyélite paralytique avec perte de neurones chez le patient. Il faut évaluer neurologiquement par rapport à l'infection passée en recherchant des signes de faiblesse résiduelle et d'amyotrophie. De plus, il faut rechercher des signes de dénervation à l'examen électromyographique. Deuxièmement, il faut confirmer un intervalle de 15 ans ou plus de stabilité après la récupération de la poliomyélite aiguë. Troisièmement, il faut confirmer de nouvelles faiblesses ou fatigabilités musculaires persistantes et progressives qui sont anormales,
en plus d'une atrophie musculaire ou de douleurs musculaires et articulaires. Quatrièmement, les symptômes cités précédemment doivent persister depuis un minimum de 1 an. Cinquièmement, il doit y avoir un diagnostic différentiel excluant d'autres affections neurologiques, médicales ou orthopédiques pouvant être liées aux symptômes. Il n'existe actuellement pas de traitement pharmaceutique efficace pour stopper ou inverser les symptômes du syndrome post-polio. Par contre, il serait possible de diminuer les effets ou les inconforts liés au syndrome post-polio. Tout d'abord, il serait important de faire de l'enseignement sur la maladie et l'activité musculaire pour éviter la surutilisation des muscles atteints. Par contre, un programme d'exercice peut être thérapeutique, mais avec prudence, car cela peut amener l'augmentation de la faiblesse s'il est non approprié. Pour la médication, nous avons déjà mentionné qu'aucun traitement efficace n'était disponible. Toutefois, il est possible de prendre des médicaments pouvant diminuer l'impact des symptômes, comme la douleur. Il est toutefois important d'éviter la médication qui empire la fatigue. Ensuite, la perte de poids, l'utilisation d'orthèses, la présence d'aides techniques et des changements au mode de vie sont des choses à proposer pour améliorer la qualité de vie. Finalement, pour les patients souffrant de troubles respiratoires comme l'hypoventilation, la ventilation assistée grâce à un respiratoire est à considérer. Voici donc ce qui conclut notre vidéo sur la poliomyélite et le syndrome post-polio. Merci de votre écoute.